Bonsoir, nous n'irons pas marcher sur la Lune, mais c'est quand même un voyage extraordinaire que nous allons faire ensemble. Moscou, Irkoutsk, de la capitale russe au fin fond de la Sibérie, c'est un pays de 142 millions d'habitants que nous allons traverser ensemble. Une Russie qui a choisi, il y a quelques années, un autre destin, le capitalisme. Si tout le monde n'est pas gagnant, loin de là, dans cette course à l'argent, les murs ont quand même été repeints. Les beaux magasins, les belles voitures ont fleuri, on s'habille chic ou choc. Il y a comme une envie de rire, de gourmandise, de luxe, comme une envie de revivre. Notre voyage en Russie, c'est celui d'un personnage imaginé par Jules Verne, Michel Strogoff. Un héros mythique et une aventure qui ont marqué tant de générations depuis la parution du livre en 1876. Et comme ce héros, nous partirons de Moscou, là où le tsar, un mois de juillet dans les années 1860, confie une mission à Michel Strogoff, se rendre à l'autre bout de l'Empire pour sauver la ville d'Irkoutsk, menacée par une armée rebelle. À pied, à cheval, en train, en bateau, l'officier Strogoff mettra une saison entière pour déjouer les pièges d'un pays rude et réussir cette mission après un périple de plus de 5000 kilomètres. En fait, de Moscou, notre héros ne voit pas grand-chose, écrit Jules Verne. Juste la Moskova et le Kremlin, symbole et siège immuable du pouvoir depuis des siècles. Le Kremlin. Tout le monde en connaît la silhouette, tout le monde rêve d'y entrer, mais tout le monde n'a pas accès, loin de là, aux coulisses, aux couloirs de cette puissante forteresse du pouvoir, véritable écrin de tant de secrets d'État. L'escalier d'apparat. C'est par ici que passent encore aujourd'hui les hauts dignitaires, russes comme étrangers, lorsqu'ils sont reçus au Kremlin. Un palais qui impressionne tout autant que par le passé, quand ces couloirs ou ces immenses salles voyaient se croiser les nobles de l'Empire russe, les courtisans, les émissaires ou encore les officiers du tsar. Et c'est là, dans ce palais doré, que Jules Verne pose les enjeux, les tenants et aboutissants de son roman. Une invasion de la Sibérie par les Tartares, le grand-duc pris au piège à Irkoutsk, une situation géopolitique invraisemblable, mais peu importe. On est dans l'aventure, et quand le tsar reçoit ici même, dans ses pièces si peu connues du public, l'officier Strogoff, il lui confie une mission de la plus haute importance à travers un pays que la France connaît si peu. Une intrigue où tout est inventé, sauf le décor. À l'époque, l'histoire fait rire les Russes, mais le lecteur y croit car tout est si bien décrit, si bien raconté. Et puis, la Russie et la France sont en train de renouer, de tisser des liens d'amitié. Alors, au Kremlin, on passe l'éponge sur les fantaisies de l'écrivain. Mais il y a quelques vérités, comme toujours, dans l'œuvre de Jules Verne. Si par exemple, Strogoff ne s'attarde pas à Moscou, pas plus que dans ses coulisses du pouvoir, les tziganes qu'il va rencontrer plus tard sur sa route sont alors bien implantés autour de ce palais.
Leur théâtre et leur musique sont déjà très appréciés et leurs artistes reçus dans les plus belles demeures de la ville. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais le théâtre romain a quand même planté ses racines à Moscou. Bonjour, chers amis. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans notre théâtre romain, l'unique théâtre tzigane professionnel au monde. Venez chez nous, vous serez toujours les bienvenus. On dit que les tziganes dansent déjà dans le ventre de leur mère, qu'ils jouent de la musique comme les oiseaux et parlent avec leurs pieds. À Moscou, c'est en 1774 que ce langage se fait entendre pour la première fois, lorsque le comte Orlov présente dans son palais des artistes venus de Moldavie. Leur succès est tel que chaque noble de la cour de Catherine de Russie se fait un devoir de posséder son orchestre ou son chœur tzigane. Le meilleur, bien entendu. Fascinés par leur liberté de vivre, des auteurs comme Cervantes, Mérimée, Garcia Lorca, Dostoïevski, Pouchkine, Tolstoï en font les héros de leurs œuvres. Nul ne songe alors à créer un théâtre qui soit spécifiquement tzigane, du moins jusqu'au début du XXe siècle. Dans les années 30, les restaurants de toutes sortes pullulaient. Tous présentaient des chansons tziganes. Mais ce n'était ni populaire, ni authentique comme art. Plusieurs personnes appartenant à l'intelligentsia tzigane ont alors eu l'idée de fonder un théâtre qui soit authentique, pas une contrefaçon, pas ce qu'on a appelé la tzigane mania. On y parle du quotidien des tziganes, de la vie des tziganes. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'y parle pas que des tziganes. C'est la dramaturgie qui est intéressante de notre point de vue, qu'elle soit pleine d'entrain. Quand il y a un conflit, qu'on ait de quoi crier, pleurer, se réjouir. C'est ça le théâtre. Directeur du théâtre romain, Nikolai Slitchenko y est entré alors qu'il avait 17 ans, le même âge que la plupart de ses jeunes filles. Élèves dans l'atelier d'art tzigane de l'école supérieure de théâtre, elles espèrent, comme Louisa, rejoindre la troupe permanente, là où se trouvent déjà ses parents. Je crois que cette envie de jouer est née lorsque j'étais toute petite. Je me promenais dans les coulisses, je rêvais. Et c'est vrai que ce théâtre possède ce que ne possèdent pas d'autres théâtres. C'est comme si j'y trouvais quelque chose de très proche de moi.